Oui. Dans les cantines des écoles, est-ce qu'on doit faire la différence entre les religions? Ma réponse est non. Et oui, mais pour avoir des plats qui ne soient pas, pour ceux qui mangent des trucs pas oui. En fait, dans les cantines scolaires, je parlais tout à l'heure du recul des valeurs républicaines. Ça vaut pour les questions de laïcité, c'est la question. Autrefois, il n'y avait pas cette différence. Aujourd'hui, il y a des plats particuliers parce que c'est. Voilà. Exactement. Et c'est la question que je vous pose. Ouais. Mais en fait, il y a deux situations aujourd'hui qui existent. Je vous disais, défendre les valeurs de la République à l'égard des religions, quelles qu'elles soient, mais aussi à l'égard des visions de la société. Dans les cantines scolaires, aujourd'hui, vous avez différents menus. Vous avez les menus liés aux religions, et vous avez les menus imposés par les véganes notamment. Moi, j'ai une règle simple. J'ai été maire pendant des années, j'ai géré une cantine scolaire. Moi, j'ai jamais forcé un enfant qui ne mangeait pas de porc à manger du porc. Jamais. On a toujours adapté. Il n'y a pas eu de menus spéciaux, en revanche. Le jour où il y avait du porc, on demandait aux parents ou bien d'amener un complément pour faire le plat, ou on faisait quelque chose qui n'était pas aménagé, mais qui permettait à l'enfant de se nourrir. Mais à aucun moment, j'ai toujours refusé que des enfants à table soient stigmatisés et qu'on les reconnaisse par ce qu'ils mangeaient. Dans une cantine scolaire, dans l'école de la République, une fois de plus, vous n'êtes pas identifié par votre religion. Et quand vous êtes autour de la table à la cantine scolaire, vous apprenez surtout chez les enfants. Bien sûr. Ça ne devrait même pas exister. Évidemment. C'est un faux problème pour moi. Mais c'est un problème, c'est un frein à tout ce qu'on est en train de chercher à faire. Bien sûr. Et c'est une à manière vivre ensemble et tout, ça c'est un grand frein. C'est une manière de stigmatiser ces enfants, et ça je le refuse. Mais je vais vous dire, des véganes dont je parlais. Après, je continuerai. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a là un sujet très grave. Moi, je considère que chacun est libre d'avoir la vie qu'il souhaite avoir. Vous êtes libre de manger de la viande, de ne pas en manger. Mais ça ne peut pas devenir un projet de société qui est imposé à tout le monde. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez plus qu'un lobby, des partis politiques, bien sûr, qui mènent cette bataille-là, qui vont attaquer les bouchers et les charcutiers, qui mènent la guerre contre ceux qui ont tel ou tel régime alimentaire. Et vous savez, dans le débat politique qui nous concerne au moment des élections législatives, les candidats qui vont être les candidats de l'alliance contre nature, des insoumis, des écologistes et des socialistes. Ils ont tous perdu leur âme pour essayer de sauver quelques sièges politiques. Parmi ceux-là, je peux vous assurer que nous n'avons pas les mêmes visions de la laïcité. Moi, j'ai suivi des débats sur la laïcité à l'Assemblée nationale. Je sais ce que Jean-Luc Mélenchon et ce que les députés de la France insoumise ont pu dire. Je les ai vus défendre des candidats qui étaient des racistes anti-blancs. Je les ai vus faire ça. Je les ai vus expliquer qu'on devait avoir dans les piscines des heures réservées aux garçons et des heures réservées aux filles. Et donc, je leur ai dit, mais lorsque nous allons avoir à voter pour ces députés-là, quand ils vont revenir à l'Assemblée nationale, ils vont défendre ces valeurs qui, pour moi, ne sont pas les valeurs républicaines. Il y a des lieux dans lesquels chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. C'est chez soi. Il y a d'autres lieux, et ici c'est un de ces lieux-là, qui sont des écoles, qui sont des lieux du service public, dans lesquels tout le monde doit être reconnu comme citoyen. Pas selon sa religion, selon son régime alimentaire, ou selon sa manière de vivre. Et nous avons, à l'époque, c'est François Baroin qui avait porté cette proposition de loi, que moi je continue à défendre, qui n'avait pas été votée, qui consistait à dire, dans tout ce qui relève de l'espace du service public, il doit y avoir une neutralité totale. Une fillette de 16 ans, elle n'a pas à porter le voile. Elle fait ce qu'elle veut lorsqu'elle est chez elle, avec ses parents, c'est autre chose. Mais lorsqu'on est à l'école, lorsqu'on est au collège, au lycée, je considère que c'est un lieu dans lequel on ne doit pas avoir une sorte de multiculturalisme. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ce soit des lieux dans lesquels seules les valeurs républicaines, exactement, sont reconnues. Mais je pense qu'il y a eu un laxisme et on a laissé faire et maintenant. J'en reviens à la légalité, mais alors pas au niveau des écoles. La légalité, quand vous êtes, je connais bien ce problème, quand vous êtes un particulier, vous allez. Le laxisme dont vous parliez, il est absolument réel dans notre pays. Oui. Ah mais oui, mais je sais pourquoi je le dis. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Et tant qu'on n'aura pas réinstallé une règle simple, une fois de plus, ça c'est pas compliqué. L'égalité pour tous. Exactement. Qu'est-ce qui a fondé? Vous savez, moi je le dis assez souvent depuis quelques temps, mais à la Bastille Murat, sur le monument aux morts de la Bastille Murat, il y a une trentaine de noms, et il y a une dizaine de noms et de prénoms qui ne sont pas
d'origine française. Mais celles et ceux qui sont allés se faire tuer pour la France, ils avaient totalement épousé les valeurs de la France. Bien sûr. À tel point qu'ils étaient allés pour elle. Et ils étaient parfois même, osons le dire, plus républicains encore que les républicains que nous étions. Et ils s'étaient fixé une règle. Leur religion n'avait jamais changé. Ils avaient toujours la même. Mais en revanche, lorsque vous les rencontriez, lorsqu'ils vivaient dans la société, dans la cité, ils étaient des citoyens exemplaires. C'est ce goût-là qu'il nous faut retrouver dès l'école. Moi, je suis effaré de voir que parfois on hésite même à l'école à demander à un tel ou à un tel de ne pas être stigmatisé, de ne pas affirmer quelque chose qui le différencie des autres. Les enfants de la République sont les enfants de la République. Point à la ligne. Et ça commence par la cantine scolaire que vous évoquiez tout à l'heure. Quand on commence à avoir des brèches dans les sports, dans l'école, dans les universités, quand on a aujourd'hui des établissements scolaires dans lesquels les enseignants eux-mêmes se censurent et n'enseignent pas une partie de notre histoire, mais c'est un échec absolument terrible. Ce qu'on doit pouvoir enseigner, c'est toute l'histoire de notre pays, avec ses zones de lumière et puis ses zones plus sombres. C'est notre histoire. Et ça, on a aujourd'hui totalement reculé sur ça. L'école est pour le coup le nœud absolument gordien du défi que nous avons à relever. Ça vaut pour autre chose. J'en profite pour le dire, qui est aussi ce qu'on appelle l'ascenseur social, qui est le mérite. Vous faites partie d'une génération où, quand on travaillait, quand on apprenait un métier, on pouvait réussir. Ça en est une des illustrations. Beaucoup engagé pour votre profession, je le sais, pendant des années. Aujourd'hui, il faut aussi qu'on accompagne nos jeunes vers le goût du métier. Il y a tout un tas de métiers qui ont progressivement disparu. On a favorisé, vous savez, le job, c'est-à-dire ce que vous faites comme ça, et puis vous allez en changer dans 6 mois, et puis 3 mois après, faire encore quelque chose de différent. Apprenons aussi à nos jeunes à peut-être toute leur vie exercer un métier, quelque chose de noble, utile aux autres, avec un vrai savoir-faire, où vous pouvez progresser. Toutes les questions d'apprentissage sur lesquelles il nous faut absolument réinvestir. Et puis au-delà... C'est une question de sensibiliser toutes les organisations professionnelles à ce qu'ils puissent proposer aux jeunes tout un système d'évolution, etc. Il faut aussi que ça parte de là, c'est-à-dire qu'on n'est pas des gens, c'est sûr qu'il faut le bord de la route, mais des gens, des adultes d'un certain âge qui sont formés en 6 mois pour faire quelque chose qui ne seront jamais... Donc, qu'on ne les laisse pas sur le bord de la route, c'est normal. Mais ce que vous dites, c'est-à-dire d'expliquer aux jeunes que s'ils démarrent jeunes et qu'il y ait une certaine progression, mais ça, il faut sensibiliser aussi les organisations professionnelles pour justement que cette évolution puisse exister et non pas dans certains cas où on voit des gens qui passent toute leur vie pour rester à 200 balles au-dessus du SMIC, par exemple, alors que c'est pas logique. Et c'est un de nos défis. On est dans un pays dans lequel aujourd'hui, pour sortir... Une fois de plus, je fais une vraie différence, peut-être commençons par ça, une vraie différence entre celui qui fait des efforts, qui travaille, qui fait tout pour s'en sortir et qui le mérite. Et puis celui qui ne fait rien pour s'en sortir. Ce sont deux choses différentes. Mais aujourd'hui, on est dans un pays dans lequel, même si vous vous investissez, même si vous travaillez dur, eh bien, il va être extrêmement difficile de réussir. Oui, tout à fait. Il faut 6 générations aujourd'hui en France pour la pauvreté. 6 générations, quels que soient les efforts que vous produisez. Donc ça veut bien dire que notre système d'accompagnement social ne fonctionne plus. Alors c'est pas pour ça que on y met moins d'argent, hein. On n'a jamais mis autant d'argent sur l'accompagnement. Oui, mais parce que si vous voulez, c'est au niveau comment dire, c'est au niveau de ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire de bien faire comprendre qu'on peut. Parce que même à condition, c'est de donner aux jeunes qui se lancent dans une direction, quelle qu'elle soit, de lui expliquer que s'il veut se battre, eh bien, il peut passer des paliers. Aujourd'hui, on peut encore, mais il faut pas que les jeunes, il faut pas qu'on les laisse dans l'ignorance de cette possibilité et qu'ils restent dans leur coin, alors que des fois, ça arrange beaucoup de monde aussi, de les laisser là, vous savez, dans ce coin-là. Et puis, tu es là, tu gagnes le SMIC et tu travailles et puis tu fermes ta bouche. Il faut arriver à ça. Et ça, c'est une évolution de société voilà. C'est aussi le travail du député. Tout à fait. Oui, peut-être, je ne sais pas. À condition qu'il arrive à convaincre aussi toutes les organisations qui suivent derrière. Tout à fait. Monsieur le député, je voudrais avoir votre avis sur 2 sujets et savoir qu'est-ce que vous défendrez devant
l'Assemblée sur ces deux sujets. Le premier, vous en avez parlé un petit peu, c'est la démocratie. Vous avez parlé des propositions de loi que vous faisiez. Bon, je trouve absolument anormal, moi, personnellement, qu'un député ne puisse pas faire aboutir plus facilement un projet de loi comme vous en avez parlé. Il y a un autre sujet qui me paraît important, c'est quand il y a des propositions de loi qui ne passent pas à l'Assemblée, qui sont refusées par l'Assemblée à l'unanimité, et puis que le gouvernement applique le 49.3, hein, vous connaissez, donc qui est un article constitutionnel qui lui donne le droit effectivement, mais je trouve que c'est antidémocratique comme principe. Sur ce sujet-là, quelles sont les positions que vous avez et qu'est-ce que vous défendrez à l'Assemblée? Et le deuxième point, c'est sur l'Europe. On entend parler aujourd'hui d'élargissement des prérogatives de l'Europe, encore une fois. J'ai vu par exemple qu'il y avait une espèce de commission qui avait fait 325 propositions citoyennes au niveau européen. Et bon, même si effectivement l'actualité nous dit qu'il faut renforcer l'Europe sous certains aspects, je ne suis pas persuadé que dans tous les domaines, il faille aller encore sur un élargissement des prérogatives de l'Europe. On va voir aussi votre position sur ce deuxième sujet. Sur la question de la démocratie, je vous ai parlé tout à l'heure du rôle du député. Il y a sûrement un aspect que j'ai oublié d'évoquer, c'est que le député, il est le garant de la démocratie. Les députés sont les garants de la démocratie. Alors d'autres le sont aussi, mais nous on a un rôle singulier, les députés. Nous sommes les représentants de la nation, et c'est totalement dans notre mission de nous assurer que le fonctionnement démocratique, c'est-à-dire la parole des citoyens, soit entendu et respecté. Est-ce qu'aujourd'hui notre démocratie fonctionne bien? La réponse est non. D'ailleurs, si elle fonctionnait bien, on n'en serait sûrement pas au taux d'abstention que nous connaissons et aux excitations électorales que l'on peut connaître aujourd'hui. Sur la question de la démocratie... Et l'absence des gens de Sainte-Valérie. Oui, notamment, mais ça vaut pour beaucoup d'autres territoires, vous avez raison. Bon, sur le fonctionnement de la démocratie parlementaire, c'est-à-dire le rôle que le Parlement a dans notre fonctionnement démocratique. Aujourd'hui, les journées réservées aux propositions des députés, ce qu'on appelle des niches parlementaires, je ne suis pas très heureuse, ça concerne quelques journées par an. C'est absolument dérisoire. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que la démocratie, elle a besoin d'une médiation. Et nous, les députés, on est des médiateurs de la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, j'évoquais tout à l'heure la question de la santé. Je vous disais, a priori, ma première intuition, c'est plutôt de dire qu'il faut obliger les médecins à s'installer. Mais ça, c'était mon intuition de citoyen, sans avoir travaillé le sujet. Le rôle du député, c'est de prendre le sujet et de le travailler. Et ensuite se dire, ben non, finalement, la bonne proposition, c'est plutôt ça. Ça, c'est la médiation de la démocratie. Le rôle des représentants, c'est de travailler là où vous, comme citoyen, vous ne pourrez pas forcément approfondir tous les sujets. Puis ensuite, de vous en rendre compte. C'est aussi ce que j'ai essayé de faire depuis 5 ans, de toujours expliquer ce que je faisais, que chacun se fasse son avis. Et donc, moi, j'ai proposé, il y a déjà un petit bout de temps, mais ça relève d'une réforme constitutionnelle, que nous ayons chaque trimestre une semaine entière qui soit consacrée aux propositions des députés. Et que ce qui aujourd'hui relève d'une journée soit demain une vraie semaine chaque trimestre, qui soit un moment où les députés vont pouvoir eux-mêmes proposer des lois. Mais j'irai au-delà. Il faut que les citoyens puissent le faire. Moi, je ne crois pas au référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire cette idée selon laquelle, quand on aurait 1 million de signataires, on aurait voté la loi. Non, ça ne fonctionne pas. En revanche, ce à quoi je crois, c'est que nous pourrions tout à fait dire, les citoyens, vous pouvez vous rassembler, et au-delà d'un certain nombre, je ne sais pas lequel, alors l'Assemblée nationale est obligée d'examiner le texte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mandat impératif, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le voter, mais ça veut dire qu'on devra avoir le débat. Et ça, je pense que c'est un mode de fonctionnement qui pourrait être sain. Au fond, les citoyens se mobilisent sur un sujet et interpellent leurs représentants en disant « Écoutez, vous devez débattre de ce sujet. » Et on regardera les débats, on se fera un avis. Et ensuite, vous prendrez la décision puisque vous êtes nos représentants. C'est ce qu'on appelle le référendum d'initiative citoyenne avec vocation parlementaire. Et ça, je pense que c'est une proposition qui pourra avoir du sens. Après, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Aujourd'hui, le Parlement,
a, dans son mode de fonctionnement, notamment depuis 5 ans, abandonné l'essentiel de ses prérogatives. Je veux dire les choses. Et c'est lié à quoi? C'est lié sûrement à nos institutions, et c'est lié aussi au tempérament des députés. Moi, je pense que les majorités pléthoriques sont toujours un problème dans une démocratie parlementaire. Et il faut le dire, toutes les lois que j'ai portées, les 2 lois sur le handicap, elles auraient été votées si on n'avait pas eu des députés en marche, obéissant au doigt et à l'œil. Puisque beaucoup d'entre eux d'ailleurs trouvaient que c'était deux bonnes. Mais comme on leur avait commandé de ne surtout pas la voter, ils obéissaient au doigt et à l'œil. Ça a été aussi ces députés déracinés, qui au fond n'avaient pas de compte à rendre aux citoyens, donc rendaient des comptes aux partis politiques. Bon, eh bien, je pense qu'il faut en finir avec cela. Je pense qu'il faut demain que nos concitoyens, à nouveau, retrouvent le chemin de choisir des députés qui ne sont pas des marionnettes de tel ou tel parti politique, mais qui ont aussi une histoire politique locale et à qui ils vont pouvoir demander un certain nombre de comptes. Et que les parlementaires puissent contrôler vraiment l'action du gouvernement. Enfin, aujourd'hui, c'est une blague, le contrôle de l'action du gouvernement. On a le droit de leur poser des questions, c'est quand même la moindre des choses. Ils ont le droit de ne pas nous répondre. On a posé des dizaines de questions écrites au gouvernement. On faisait le bilan il y a quelques jours. J'ai aujourd'hui une centaine de questions écrites auxquelles le gouvernement n'a même pas répondu. Alors que c'est une obligation, même pas répondu. Pour vous dire l'intérêt qu'ils peuvent avoir du contrôle parlementaire. Que demain les députés puissent aller dans les ministères, demander des documents et exiger des documents, je pense que ce serait une bonne chose. Que demain des députés puissent contourner les obligations, notamment du 49.3, qui sont des moments où on vous tord le bras pour qu'il n'y ait pas de débat, mais je pense que ce serait une bonne chose. Et que surtout, il y ait une pleine liberté de vote de tous les députés. Vous vous rendez compte quand même que dans le règlement intérieur du groupe de La République En Marche, les députés de La République En Marche ont signé un document qui n'est pas constitutionnel. Ils ont signé un document anticonstitutionnel dans lequel il est indiqué qu'ils ne désobéiront jamais à leurs consignes de vote, aux consignes de vote de leur groupe politique. Ça veut dire qu'ils ont soumis les députés au groupe politique, alors que c'est exactement l'inverse que la démocratie parlementaire devrait imposer. Enfin, sur la question européenne, là encore, c'est assez lié à la question démocratique en réalité. Les questions européennes, on les traite assez peu à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que les représentants du peuple ont assez peu d'avis à donner sur les questions européennes. Question de traité européen, d'évolution dans nos relations avec l'Europe. Et je pense que c'est un problème. Si on veut demain que l'Europe ne se passe pas dans le dos des citoyens, et que donc les citoyens se dressent contre l'Europe, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui, il faut que le débat soit le plus transparent possible. Et ça, c'est le rôle des députés. Que chaque négociation européenne soit soumise à un débat parlementaire, moi ça me convient. Moi ça ne me convient pas de voir le président de la République, lui ou un autre d'ailleurs, seul aller négocier le rôle de la France dans l'Europe. Non, il faut que les parlementaires, nous y soyons totalement associés. Parce que nous sommes nos représentants. Nous sommes les représentants de la voix populaire. Et surtout, disons-le, que les décisions soumises par référendum, notamment sur les questions européennes aux citoyens, soient respectées. Ça suffit. On a eu assez d'épisodes où les Français ont donné un vote et où dans leur dos, on a trouvé une autre solution pour contourner la décision populaire. Et ça, c'est, je pense, absolument essentiel de le dire et de le répéter. Pour ce qui est de la vision de l'Europe, je considère que c'est une chance. Évidemment, nous sommes tous européens, on sait ce que l'Europe nous a apporté, nous apporte encore aujourd'hui, mais nous savons aussi qu'il n'y a pas d'Europe forte sans des pays forts. Je considère que ce qui fait que l'Europe est forte, c'est le fait qu'il y ait une Allemagne forte, une France forte, et que chacun de ces pays, pour ne prendre que ces deux exemples-là, soit capable aussi, en indépendance, de gérer leurs propres affaires. Le jour où on abandonne notre pouvoir à l'Europe, l'Europe va s'affaiblir immédiatement, à la seconde près. Et donc c'est important pour que l'Europe soit forte, que ces nations soient fortes. Et puis pour en finir sur la vision européenne, je considère qu'on a assez avancé sur l'élargissement de l'Europe, de l'Union européenne. Et que désormais, il faut s'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de coopération, évidemment, avec d'autres pays de la proximité européenne. On peut l'avoir, on l'a déjà, sur des questions économiques. On peut l'avoir sur des questions politiques. Pas de difficulté. Mais l'élargissement, on arrête. Parce qu'on voit ce à quoi ça nous a conduit, de cacophonie, d'impuissance absolue sur bien des sujets. Et ce à quoi je crois profondément pour l'Europe, ce sont les grandes aventures européennes. Regardez sur la question de la vaccination. C'était précisément le rôle de l'Europe, de porter non pas une politique d'accès au vaccin, parce
que ça c'est assez facile au fond, porter une politique d'accès aux vaccins, d'acheter des vaccins. Non, mais de porter elle-même une politique de fabrication des vaccins, de dépôt de brevets sur la vaccination. J'étais cet après-midi avec les conserveurs de notre département, vous savez qu'ils vont faire les conserves de foie gras, etc. Là, une épidémie de grippe aviaire qui est absolument terrible, qui va nous toucher très très profondément et très durablement dans le département. Et donc on réunissait à la chambre de métier tous les conserveurs qui vendent les produits dans les commerces. Ce sont plusieurs centaines d'emplois dans le département. Vous voyez, c'est aussi ça le rôle du député. Le rôle du député, c'est de faire de la politique nationale, mais d'aussi être aux côtés de nos agriculteurs et de nos conservateurs. Et ils me disaient tous que la seule issue, et nous le savons, c'est de vacciner les canards. Donc on ne les aura pas vaccinés, on continuera à avoir des hécatombes. Ça fait 15 ans qu'on en parle. Et voilà une mission pour l'Europe. Tout le continent européen est touché, et bien au-delà. Et c'est une mission pour l'Europe. Et figurez-vous que ce sont les Canadiens et les Américains qui sont aujourd'hui, alors que ce sont eux qui ont refusé la vaccination des canards et des volailles depuis des années, qui sont en train d'avancer le plus rapidement sur la question de la vaccination des canards. Et je dis, mais enfin, on ne peut quand même pas être à chaque fois, pardon pour le mauvais jeu de mots, les dindons de la farce. Nous sommes les premiers concernés, nous sommes ceux qui avons la plus belle production et les plus beaux savoir-faire. C'est à nous, Européens, d'avancer sur la vaccination de ces canards-là. Il n'y a pas de politique de vaccination européenne aujourd'hui développée. Voilà. Ça, c'est un défi pour l'Europe. Beaucoup plus que d'aller discuter de je ne sais quoi en faisant des grandes messes. Je parlais tout à l'heure le président de la République qui a ouvert la séance à Bruxelles européenne en ayant un grand concours de danse dans l'hémicycle. Enfin, bon, moi, je vous avoue que je ne sais pas très bien si on habite dans le même monde. Moi, ça ne m'intéresse pas de voir l'hémicycle de l'Europe transformé en salle de danse. Bon, vraiment, pour moi, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Que tout ce beau monde se penche sur la vaccination des canards, c'est un sujet peut-être un peu plus terre à terre, mais absolument fondamental pour notre économie et pour notre sécurité alimentaire. Et alors là, l'Europe, elle aura du sens. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la sécurité des Français? On voit de l'insécurité partout. Quand vous sortez, même à Cahors, vous avez de l'insécurité la nuit. Alors si vous êtes élu au gouvernement, qu'est-ce que vous comptez faire comme un projet de loi pour la sécurité des Français? Alors, d'abord, il y a peu de chances que je rentre au gouvernement. D'accord, mais je vous le souhaite. C'est assez mal barré. Moi, pour l'instant, je ne fais pas tout ce qu'il faut pour. Hein. Voilà. J'avoue que ma liberté de parole ne me pousse pas forcément dans ce chemin-là. Mais on peut aussi être utile sans avoir un gyrophare sur la voiture et sans rentrer au gouvernement. On parlait de l'impunité. Pas au gouvernement, je parle à l'Assemblée. Oui, à l'Assemblée, bien sûr. Voilà. Je plaisante. C'est très bien que, voilà, sauf qu'il vous prendre des ministres d'un pays bon. Oui, mais bon, moi je ne suis pas avant. Non, mais je ne suis pas sur le marché. On parlait tout à l'heure de laxisme et je vais vous parler d'impunité. La meilleure manière de rétablir la sécurité dans notre pays, c'est sûrement de redonner des moyens aux forces de l'ordre. C'est sûrement de redonner des moyens. Mais avant ça, il y a autre chose. C'est de s'assurer que quand on est attrapé, on est condamné et on est puni. C'est ça qui fait la règle. Et je préférerais demain que les peines encourues soient moins lourdes, mais qu'elles soient toutes exécutées. Quand vous voyez aujourd'hui qu'on nous annonce des peines de prison allant jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, et que les individus en question ne font même pas une journée d'emprisonnement. Mais je préférerais qu'on ne soit pas à 10 ans de peine d'emprisonnement, qu'on soit à 3, et qu'ils les fassent effectivement. Et je préférerais que demain, on ait des règles qui soient intransigeantes lorsque notamment on s'attaque au symbole de la République. Cette femme qui a mis un coup de poing à un pompier, oui, elle aurait dû à la seconde dormir en prison et ne pas en sortir. Pour deux raisons. D'abord parce que ce qu'elle a fait est insupportable, et ensuite parce qu'elle s'est attaquée à un symbole de la République. Et vous savez, quand progressivement, vous laissez chacun s'attaquer au symbole de la République, au drapeau, à l'hymne national. C'est ça il y a quelques années. Et au maire, tout ce qu'on voit sur les journaux. Au maire. Vous voyez progressivement que tout le monde y passe. Voilà. Et donc, la première des règles, c'est de faire un ménage dans le code pénal en disant arrêtons d'avoir des peines qui sont fictives, ouvrons le nombre de places de prison nécessaires. Vous vous rendez compte quand même qu'aujourd'hui, on a des juridictions dans lesquelles les magistrats conditionnent déterminent leurs sanctions en fonction du nombre de places en prison. On a aujourd'hui des individus, et moi je l'ai vu sur la question des violences conjugales, dont on a toutes les preuves de leurs actes de violence, qu'on ne condamnait pas
alors même qu'on avait tous les éléments au moment de la comparution immédiate. Eh bien, je le redis, moi, les démonstrations de force, vous savez, des ministres de l'Intérieur ou des présidents de la République qui, à chaque fois qu'il y a une situation de quasi-guérilla, viennent le lendemain en disant « vous allez voir ce que vous allez voir, on va voter une loi qui va durcir les peines de prison ». Non, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux simplement, c'est que quand ils sont condamnés, quand ils sont attrapés, ils soient condamnés et ils exécutent leur peine. Et on a des solutions. Vous savez, on l'a fait à un moment sur les rodéos, avec les scooters et les motos. Ça s'est pas totalement calmé, mais ça s'est bien calmé quand même. À quel moment ça s'est bien calmé? Quand on a dit à nos policiers, y compris la police municipale, maintenant vous allez pouvoir sanctionner. Et qu'est-ce qu'on a fait des scooters? On les a attrapés de suite et on a embarqué les scooters. Mais oui, bizarrement, ça s'est calmé largement. Donc la règle, elle doit être absolument claire, compréhensible de tout le monde et juste. Je le redis parce que aujourd'hui, vous vous faites attraper pour une incivilité ou pour un excès de vitesse que vous auriez commis, je peux vous assurer que la sanction, elle sera immédiate. Hein. Il n'y aura pas de excusez-moi, mais je n'ai pas fait exprès. Non, il n'y aura pas tout ça. Hein. On ne regardera pas si vous avez des antécédents ou si vous n'en avez pas. Bon. En revanche, vous allez agresser quelqu'un dans la rue, ben là, on va regarder si vous n'avez pas des antécédents, si vous n'avez pas une vie sociale difficile, etc. etc. Et donc, je considère qu'avant même les moyens qu'on peut donner aux uns et aux autres, ce qu'il faut, c'est punir. Punir lorsque c'est nécessaire. Vous savez, nos policiers, d'ailleurs, ici, je les vois souvent, nos gendarmes aussi, ils me demandent parfois plus de moyens, c'est vrai. Mais avant ça, ils me demandent autre chose. Moi, tous les 31 décembre, je fais le tour du commissariat et des pompiers. Quand je suis allé les voir au 31 décembre de l'année dernière, je sais ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit les moyens, c'est très bien, on nous a donné des voitures neuves, du matériel, il le fallait, ok. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on a passé 4 mois à coincer un petit dealer et qu'on l'amène devant le magistrat, on le sanctionne. C'est ça qu'on veut. Pas une voiture supplémentaire, pas une voiture neuve. Ce qu'on veut, c'est que le type qui est attrapé, à la force de notre travail, qui est détecté, qui est puni par une décision de justice, eh bien, soit exécuté derrière. Je pense que le vrai sujet, il est là. Et depuis 5 ans, personne n'a eu ce courage. Personne. Il y en a des choses à faire. Et c'est pour ça qu'on est là. Vous parlez après de sécurité. Regardez, ça fait 20 ans qu'on doit refaire une caserne des pompiers à Cahors. Plus de 20 ans, M. Poitier. On devait la faire là-haut à Peyroulis, vous vous rappelez? Moi, je ne vous mens pas, moi je dis les vérités. Et bien cette caserne, j'en ai parlé à Rigal. Il dit alors, tu l'as fait quand? Route de Toulouse, c'est pour moi le meilleur endroit. J'ai toujours tenu ce projet. On pouvait faire les bâtiments un peu surélevés. J'ai discuté avec le commandant Merlot et tout, ils m'ont dit, elle serait bien là, cette caserne. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Alors qu'on va aller vers des réchauffements climatiques. On va aller avoir l'Écosse, l'herbe va être sèche. Les gens, des pyromanes mettront le feu. Et qu'est-ce qu'ils feront les pompiers? Il faudra qu'ils commencent à branler de la route de Toulouse pour aller parler à droite et à gauche. Et vous aurez des hectares qui brûleront. Alors, voilà. sur la Rien n'est fait. Sur la caserne, alors ça me permet de vous parler aussi de ce qu'est le rôle du député à un niveau plus local. Moi, je me souviens, la caserne, ça fait même plus de 15 ans. Parce que... En 80, c'était exactement. Ouais, quand j'ai été élu conseiller général, j'avais 21 ans. Vous êtes venu à Peyroulis, je me souviens de vous. C'était en 2008. Il y avait déjà ce projet qui tournait. Ah, et c'est aussi... Et je me suis battu contre M. Miquel contre ça, je peux vous le dire. Et moi aussi. Il a eu chaud au fait à la Capelle. Et on l'a fait ensemble. Enfin, voilà, pas à la Capelle, mais en tout cas, ce combat-là, on l'a mené ensemble. Et je m'en souviens très bien, je ne l'ai pas oublié. Ce que je sais simplement, c'est qu'on est un département qui a des atouts absolument majeurs, considérables. Et c'est un département qui dort. Et je le dis très librement aux responsables politiques du département. Moi, je n'ai pas peur de leur dire les choses. Je ne suis pas copain, je ne passe pas mes vacances avec eux. Donc, je dis librement les choses. Vous voyez, demain, je reçois ici à Cahors Jean-François Parigi, qui est le président du département de Seine-et-Marne. Gros département. Il a été député avec moi, c'est un ami. Et je le fais venir parce qu'il y a 6 mois de ça, j'assiste à une réunion à Paris avec Tony Estanguet, l'organisateur des JO. Et à ce moment-là, on me donne une liste de tous les départements de France qui vont bénéficier d'un centre d'entraînement des Jeux Olympiques. Et on me dit, notamment en Occitanie, c'est formidable, tous les départements d'Occitanie auront un centre d'entraînement des JO. C'est une formidable opportunité. On finance les installations, les équipements, et vous avez ça pendant 30 ans derrière. Figurez-vous que le seul département, qui n'a pas été candidat,
pour obtenir un centre d'entraînement des JO, c'est le Lot. Bon. J'apprends ça il y a 6 mois. Et qui c'est qui a bloqué ça? J'appelle tous les responsables politiques du département en leur disant, les gars, qu'est-ce que vous faites? Il y a une opportunité. Personne ne se réveille. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin moi-même et je suis allé faire le boulot. On n'aura pas le centre d'entraînement parce que je ne peux pas le faire à la place des autres. Mais Jean-François Parigi, il vient ici pour annoncer que nous aurons, dans les semaines et les mois qui viennent, quelques centaines de gamins du Lot, de 3 clubs lotois, d'aviron, 2 clubs d'aviron et d'un club d'athlétisme, qui vont être pris en charge totalement par le département de Seine-et-Marne pour aller s'entraîner dans des grands équipements qui sont en Seine-et-Marne. J'ai négocié pour que la Seine-et-Marne accueille ces élèves-là, les sportifs de haut niveau que nous avons dans notre département, pour qu'ils puissent avoir des semaines d'entraînement. J'aurais préféré que ça se fasse en Lot. Mais ça a été mon boulot, d'aller voir le président de Seine-et-Marne en lui disant « Je refuse que les sportifs lotois passent à côté de ça ». Dans quelques semaines, on va vous annoncer dans le département une deuxième couche sur ce sujet, parce que pour moi, le sport, c'est quelque chose d'important. Je voulais aussi que non seulement les jeunes lotois puissent bénéficier de structures ailleurs, mais qu'on puisse aussi amener le sport dans le Lot. Et donc, j'ai réussi à obtenir que 5 champions olympiques, dans les semaines qui viennent tous les mois dans le Lot pour rencontrer des jeunes dans les écoles, les collèges et les lycées, et donnent le goût du sport aux jeunes lotois. Et ça, je l'ai fait tout seul. Je me suis débrouillé pour aller trouver les financements, les fonds, parce que dans ce département, personne ne s'est réveillé. Personne. Et vous voyez, quand j'entends ici ou là, on me dit « ce serait quand même bien que le député, ce soit un de nos copains ». J'entends le président du département, de la région. Et nous, on veut des copains, on veut des gens obéissants, là. Et qu'au moins, on puisse les avoir sous la main, on les promènera derrière nous. Mais non, non. Le rôle d'un député, c'est aussi parfois d'être un aiguillon. C'est aussi de dire, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites sur ce sujet? On parlait de Maec tout à l'heure. Je peux vous assurer que si je n'avais pas secoué tout le monde dans le département, si je ne les avais pas secoués en leur disant, attendez, mais vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer? Vous êtes en train de perdre une des entreprises les plus majeures du département. Si je ne l'avais pas fait, ils ne se seraient jamais secoués. Et je vais même vous dire mieux. Ils ont commencé à s'intéresser à ce qui se passait à Maec quand j'ai commencé à aller aux manifestations. Oui, comme quoi ça sert d'avoir un député parfois qui n'est pas obéissant. Je suis allé une fois, alors là par contre tout le monde a rappliqué derrière. Tant mieux. L'essentiel c'était que tout le monde attire son regard sur tel ou tel sujet. C'est tout à fait le travail d'un député. Tout à l'heure je vous parlais de l'agriculture, on avait cette réunion importante cet après-midi, j'ai secoué un peu tout le monde, parce que c'est mon rôle de député, en leur disant écoutez, vous endormez pas. J'ai dit au représentant du département qui était là, qui a roupillé pendant 1 heure, il dit écoutez, excusez-moi, mais il va quand même falloir que vous preniez la parole. Parce que nos producteurs, ils ont besoin de vous. Bon, il n'a pas pris la parole, mais enfin, c'est quand même le rôle du député. Et je dis ça avec un peu de plaisanterie, mais vous savez, moi je l'ai vécu, certains ici ont vécu dans ce département. Il y a eu des députés avant moi, je ne suis pas le premier député du Lot. Qu'est-ce qui est le mieux? D'avoir un député qui ne sert à rien ou d'avoir un député qui se remue? Moi je suis absolument convaincu que pour le Lot, comme pour tous les autres départements de France, avoir un député qui se remue, d'où qu'il soit, c'est toujours beaucoup plus utile. Et on a un département qui a besoin d'être réveillé. Alors, je ne suis pas président du département, je ne suis pas candidat pour être président du département, mais tout ce que je sais, c'est que c'est vrai que parfois ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui fait la même chose que les autres. J'ai assisté depuis 15 ans, maintenant 13 ans, au congrès des élus du Lot. Alors, si vous n'avez pas assisté, c'est quelque chose auquel il faut que vous assistiez. Le congrès des élus du Lot, Martine t'en souviens, moi j'y ai assisté pendant 15 ans. Quand j'y allais, que j'étais juste 5 conseillers généraux, c'était pas compliqué. Il y avait tous les élus qui étaient réunis dans une grande salle, et à la tribune, il y avait des clones. Et les clones se succédaient les uns après les autres, en se tapant sur le ventre en disant « c'est formidable, tout ce qu'on fait c'est formidable ». Puis alors on est tous d'accord, on est tous beaux, on est tous magnifiques, et puis il n'y en avait pas un qui pouvait dire quelque chose de différent. Alors, ça m'arrivait de temps en temps de le dire, et maintenant au congrès des maires, quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Et bizarrement, les élus qui sont devant, ils sont contents. Et finalement, ça fait du bien parfois de ne pas avoir tous ces gens qui se gargarisent en disant c'est formidable, qu'est-ce qu'on est doué, vraiment, alors tout va bien, tout va bien. Sur les déserts médicaux, on me dit dans le Lot, tout va bien. Alors, on fait du bon travail dans le Lot. Ben non. Comparons avec l'Aveyron. L'Aveyron n'a quasiment pas de problème de désertification médicale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le conseil départemental, je parle bien du conseil départemental, donc les responsables politiques, depuis 10 ans,
ont investi pour financer la formation des médecins quand ils allaient devenir maîtres de stage, pour leur indemniser les journées où ils allaient faire des formations à l'extérieur, etc., etc. Résultat, plus de 90% des médecins d'Aveyron sont maîtres de stage. Et si les Aveyronnais sont capables de le faire, on doit être capable de le faire dans le Lot. On me dit, oui, mais c'est 2 départements différents. Vous savez, quand vous êtes à La Guiole en plein hiver, c'est quand même un peu plus isolé que de venir à la Messine-Murat, à Saint-Géry ou je ne sais où. Et tout ça, c'est aussi le rôle du député, d'être parfois un peu l'empêcheur de tourner en rond. C'est ce que j'ai toujours fait dans le département et c'est ce que je continue à faire. Quitte à ce que ça en dérange quelques-uns, parce qu'évidemment, vous voyez bien, à chaque élection législative, il y a un petit retour de ceux qui, quand même, étaient bien contents de l'époque où personne ne les embêtait, hein, où tout le monde était exactement sur la même ligne, où on n'entendait jamais parler du député. Voilà. Ça leur allait bien, le député il venait, il posait une chrysanthème au monument aux morts, il repartait et puis tout le monde était content. Ben non. Moi je considère qu'un député, il est là pour secouer le cocotier aussi de temps en temps.